La vente à perte des carburants, grande décision du gouvernement annoncée avec tambour et trompette ce week-end. Bon, dans l'impréparation la plus totale, parce que évidemment les stations-service n'étaient pas au courant. Ils se sont aperçus après coup que pour les petites stations-service, ça allait poser un énorme problème, vu qu'ils ne font pratiquement pas de marge, voire 1-2 centimes d'euros par litre. Éric Revel, une idée lumineuse qui termine immédiatement en fonds de soutien pour les petites stations-service, parce que sinon, ils ferment la porte. Vous copiez un peu, ma chère Laurence. Hier, vous terminiez votre édito en disant on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, je dirais, en fait, en France, on n'a pas de pétrole. Bon, il y en a un peu en Seine-et-Marne, mais pas beaucoup. On n'a pas de pétrole, mais on a surtout des fausses idées. Voilà. Parce qu'en fait, c'est la fausse bonne idée par définition. Monsieur Pousse l'expliquait tout à l'heure. La compensation va avoir lieu. On s'aperçoit que les grandes enseignes pourront répercuter, si elles vendent à perte, sur les prix des produits qu'ils nous vendent, même si Bruno Le Maire a demandé à ce que les prix soient évidemment bloqués. Bon, voilà, tout le monde a la trouille. Et en fait, ceux qui vont dérouiller, ce sont les petits indépendants, qui sont essentiels, parce que ça fait partie du maillage. Si vous fermez des petites pompes en province ou ailleurs, vous désertifiez un peu plus le tissu en France. Déjà qu'il n'y a que les grandes surfaces en région ou en petites communes. C'était aussi la question tout à l'heure que vous avez posée, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il est justement parti de la province. Il est parti de là. Et effectivement, sur une question de carburant. Excuse-moi, Eric, je suis toujours d'accord avec toi, mais là, c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée, c'est de la communication. C'est tout. C'est-à-dire, dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on annonce là, ça va. On nous dit même ça. Je crois que M. Véran a dit qu'on allait gagner 50 centimes. Ça n'a pas de sens d'annoncer des chiffres pareils. Donc, moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, si vous voulez, nos dirigeants nous font croire monts et merveilles. Alors les promesses n'engagent que ceux qui y croient, certes, mais tout de même, on nous a dit que l'inflation allait baisser, elle n'arrête pas d'augmenter, que donc finalement le bouclier tarifaire allait nous protéger. On voit que les prix ont plus augmenté en France que dans les pays européens depuis 2022. Donc c'est aujourd'hui faire attention, c'est-à-dire que les Français ne sont pas dupes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un risque social, voire social, c'est-à-dire que tous ces Français qu'on a dupés, disons-le, eh bien aujourd'hui ils se rendent compte que les prix ont explosé, notamment sur l'alimentation, sur l'énergie, et qu'à partir de là, malheureusement, leur pouvoir d'achat est en train de s'effondrer, ce qui va être évidemment très coûteux. Monsieur Toiti, vous Éric savez, Revel, qu'on ne tient pas ce soir. Dans quelques jours, le ministre des Finances va donner la copie de son budget 2024. Ça va être un désastre. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a une impasse totale. Le prix est exponentiel sur les carburants. Vous avez des recettes auxquelles il ne faut pas toucher. Je rappelle quand même que ça rapporte 40 milliards d'euros par an de taxes sur l'essence. 40 milliards d'euros, donc on n'y touche pas, c'est 60%. L'autre côté, vous n'allez pas faire des dépenses supplémentaires parce qu'il n'y a plus un rond dans la caisse, qui avait dit, je ne sais plus quoi, la caisse est vide. Valérie Pécresse avait dit, il a cramé la caisse. La caisse est cramée, Donc en réalité, Bruno Le Maire, il est dans une impasse budgétaire totale. Donc je pense qu'ils ont réagi en panique, c'est-à-dire, oh là là, le prix de l'essence continue d'augmenter, ça s'additionne à l'inflation alimentaire, que fait-on ? Il n'y a pas un énarque dans le coin qui aura une idée. Non, laissez-les où ils sont, les énarques. On va vendre à perte. On va vendre à perte. Nathan Devers, un petit mot. On va vendre à perte. Nathan Devers, un petit mot, après on rejoint Augustin Donadieu. Moi, je ne me permettrai pas de m'exprimer sur la vente à perte en elle-même. Je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt. Je sens que vous n'avez pas de voiture, Nathan Devers. Non, pas de voiture et pas de compétences économiques. Mais non, la remarque que j'aimerais faire. Je vais vous former si vous voulez. Avec plaisir. Regardez votre chaîne YouTube déjà. Oui, avec plaisir. Nathan, allez-y. C'est gratuit. Heureusement pour les gens. C'est gratuit. Mais non, deux petites remarques. La première, c'est qu'en effet, augmentation du prix de l'essence, de l'énergie, inflation alimentaire, tout ça crée un contexte qui est un contexte en effet dangereux sur le plan social, vous le disiez, vous avez raison. Mais il me semble que là où il faut quand même mettre une nuance qui est importante, c'est que dans l'histoire de France, les Français ne sont pas des gens qui commencent une révolte politique uniquement parce qu'il y a une inflation ou parce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Non, mais c'est souvent l'étincelle. L'étincelle, c'est quand il y a par-dessus une faute... Mais justement, les Gilets jaunes, la grande différence, c'est qu'il y a une faute politique qui est de rajouter une taxe. Là, on est dans une erreur, me semble-t-il. Et une erreur de ne pas avoir réussi à empêcher l'inflation, de ne pas avoir pris les bonnes décisions, de peut-être faire une communication un peu biaisée. Mais une faute politique, ce n'est pas la même chose. Et je ne dis pas ça pour défendre le gouvernement, mais parce qu'à mon avis, c'est très important. Mais donc, dans ce contexte-là, si demain, le gouvernement en venait à faire une faute politique, par exemple, refaire une taxe qui va viser les classes populaires en disant que c'est écologique, là, ça créerait un contexte très dangereux. L'excellent Augustin Donadieu nous a rejoint pour nous expliquer, bonsoir Augustin, où se situe la France par rapport à ses voisins européens en termes de prix des carburants. Eh bien, les Français dans la zone euro ne sont pas ceux qui paient le prix de leur carburant le plus cher ni le moins cher. Selon les données de la Commission européenne, au 11 septembre, les prix du gasoil se vendaient
le litre du gasoil se vendait à 1,88 € le litre et le sans-plomb à 1,96 €. Au classement, d'autres pays vendent leur sans-plomb plus cher. C'est le cas des Pays-Bas qui affichent le litre à 2,10 €, 2,05 € au Danemark ou encore 2 € en Grèce. Cependant, d'autres voisins font mieux. Ils tirent leur épingle du jeu, comme l'Espagne à 1,73 € le litre de sans-plomb, le Luxembourg à 1,64 € ou encore la Pologne à 1,39 €. Concernant le gasoil, la France est encore plus mauvais élève. Seuls la Suède, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Belgique vendent leur gasoil plus cher. Tous les autres pays sont moins chers. Encore une question, pourquoi les prix des carburants sont plus élevés en France, Augustin ? Déjà, il faut savoir que le prix à la pompe, quel que soit le pays, est défini par 5 paramètres. Le prix du baril, le change euro-dollar, la marge de raffinage, la marge de distribution et enfin les taxes. Et c'est sur ce point, sur ces taxes, que se fait la différence de prix entre les pays. En France, on taxe les carburants à hauteur de 49% pour le gasoil, c'est 5 points de plus que la moyenne européenne, 52% pour l'essence, c'est plus que chez la plupart de nos voisins qui, eux, taxent leur carburant autour de 45%. Seuls quelques pays taxent plus, c'est le cas de la Grèce, les Pays-Bas à 55% et la Finlande à 56%. Merci beaucoup Augustin Donadieu pour toutes ces explications. On a compris, voilà, on est dans un pays où on prend des initiatives et on réfléchit après. Oui. Sabrina, un dernier mot là-dessus, oui, et après on avance. J'écoutais la fois dernière une interview là, chez vos confrères de BFM Business de Jean-Pierre Favenec, qui est un consultant spécialiste du pétrole et qui précisait que la Russie et l'Arabie Saoudite sont encore dans l'optique de l'avant-garde du choc pétrolier de 73, c'est-à-dire qu'ils veulent réduire leur production et ainsi spéculer et du coup augmenter le prix du baril. Et ça, je pense que cette lecture macroéconomique va évidemment impacter les Français dans leur vie courante et plus précisément les classes moyennes, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les Français qui habitent les agglomérations comme Paris qui ont besoin de leur voiture et ce serait peut-être encore une fois la genèse d'un mouvement ou l'embryon d'un mouvement de contestation sociale comme on l'a vécu avec dernier mot, Marc. Non, ce qui est sûr, c'est que le pétrole, effectivement, au niveau international, va encore normalement augmenter. Il y a des tensions. Là, tout à l'heure, on était encore à 95 $ le baril. Je rappelle qu'en mars 2022, il est monté à 130 $. Et donc, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et le drame aussi, c'est que l'euro est en train de baisser. Ce qui veut dire que quand l'euro baisse, les prix des produits importés, notamment le pétrole, donc il est bilan en dollars, augmentent. C'est-à-dire que ça joue là aussi à la hausse sur les prix du baril. Donc ce qui veut dire que malheureusement, on va avoir quelques mois encore, je pense, difficiles. Par contre, ce qui est sûr, on l'a vécu en 73 par exemple, après, c'est qu'à chaque fois qu'on a un choc pétrolier, après vous avez une récession, la récession casse la demande, et après ça fait baisser les prix. Mais le problème, c'est qu'on doit passer par la case récession, et la récession, ça fait du chômage. Je pense que ce qui peut déclencher vraiment la grogne, c'est qu'on ait ce qu'on appelle cette stagflation, ça veut dire une récession avec du chômage et de l'inflation élevée. C'est-à-dire que les ménages auront la double peine, à la fois une inflation très forte, donc une baisse de leur pouvoir d'achat, et en même temps un chômage élevé. Et c'est en train d'arriver. Quand on voit les indicateurs de l'INSEE qui nous disent où va le chômage demain, malheureusement, je ne veux pas noircir le tableau, mais ils nous disent que ça va augmenter. Et ça peut quand même casser un point sur lequel on confiance. n'assiste jamais, parce que le différentiel euro-dollar, il joue à 3-5% sur le prix de... Bon, c'est pas très important. Bon, les taxes, on sait qu'on est quasiment les champions, ça va de 35 à 56%, comme le disait notre ami journaliste. Bon, on est très mal placé, mais il y a un autre fait qui est très au désavantage de la France, c'est le raffinage. Parce qu'on n'a quasiment plus de raffineries en France. Elles ont pratiquement toutes fermé pour des questions de coûts. Donc si vous raffinez à l'extérieur et que vous devez apporter les carburants, ben vous avez un coût supplémentaire qui s'appelle le transport. Et ça, le raffinage, c'est un vrai sujet parce qu'il doit rester 3 raffineries en France. Point final, elles ont quasiment toutes été fermées pour des problèmes écologiques et pour les problèmes de coûts. Ce qui est quand même génial. Pour la petite histoire, vous savez ce qui s'est passé, c'est comme on n'a plus le droit d'acheter du pétrole russe, alors la Russie a vendu son pétrole à l'Inde, qui avant n'avait pas accès au pétrole russe. L'Inde l'a donc raffiné, elle l'a acheté donc à bon prix. Et on le rachète à l'Inde. Après, elle l'a revendu à l'Europe. Mais on dit non, c'est pas du pétrole russe. Vous voyez, ça aussi, on est dans l'hypocrisie complète. Et le problème, c'est que nous, on paye le prix fort. L'Inde va très bien, ça je vous rassure. Hein. Et même la Russie, les indicateurs d'activité montrent que ça va pas si mal que ça. Et par contre, nous, malheureusement, on tombe dans la récession. Donc là aussi, il faut réfléchir aux erreurs, justement, politiques qu'on a menées depuis malheureusement des années. Et des fois, on ne réfléchit pas assez, effectivement. Merci beaucoup, Marc Toiti.